Bonjour, écoutez, bienvenue sur cette série de vidéos qui vont être consacrées à l'architecture d'entreprise et l'architecture d'affaires. Donc l'idée est de démontrer l'apport de valeur de ces pratiques pour l'entreprise et pour la réalisation de son modèle d'affaires, donc de son business model. Cette présentation fait l'objet d'un copyright et ne peut pas être utilisée à des fins commerciales sans mon information et sans mon consentement. Quels sont les constats aujourd'hui dans les entreprises? Déjà, on vit dans un monde qui est de plus en plus variable, VUCA comme on dit, où on est de plus en plus dans l'incertitude du lendemain. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que toutes ces pratiques d'architecture d'entreprise et de structuration du ici, elles existent depuis 20 à 25 ans. Et depuis 20 à 25 ans, on a surtout fait un focus sur les applications et les technologies mises en œuvre au sein du système d'information. Donc, on a vraiment regardé comment fonctionnait l'entreprise et peu comment elle interagissait avec ses clients. Et ce qu'on se rend compte, c'est que du point de vue des responsables d'entreprise, des responsables de stratégie, c'est que leurs décisions, leurs choix d'investissement n'ont pas apporté les retours sur investissement attendus, en particulier les investissements digitaux. Même en dépensant des fortunes pour mettre en place de nouveaux modèles d'affaires, nouveaux business models, les résultats restent très décevants. Donc, il y a quelque chose à refaire et à repenser pour rendre toutes ces dépenses, tous ces investissements informatiques ou digitaux performants. Les informaticiens au sens large, pas uniquement les architectes d'entreprise, sont régulièrement challengés sur ce qu'ils font et sur leur raison d'être. Et pour être considérés comme des partenaires stratégiques, ils doivent démontrer la valeur pour le business de leur proposition. Donc, responsables métiers, responsables informatiques ont maintenant du besoin d'une vision partagée, élargie, globale, voire systémique de l'entreprise. On parle d'holistique aujourd'hui. La notion de système va beaucoup nous intéresser parce que toute notre démarche s'appuie sur justement cette ingénierie système, cette façon de penser les choses beaucoup plus globale. Le fonctionnement actuel des entreprises est extrêmement siloté. L'informatique est souvent à part et n'est pas considérée comme une direction métier comme les autres, ce qui est une grave erreur à mon sens, mais c'est comme ça, c'est l'histoire qui veut ça. Les directions informatiques sont elles-mêmes très silotées. Elles interagissent à des points et des moments précis, mais pas de façon très récurrente. Clairement, on a besoin d'une autre façon de penser, une autre façon de voir l'entreprise, une autre façon de l'organiser et surtout d'une autre façon de la décrire et de décrire ses fonctionnements. Donc, la démarche que je vous propose, elle permet à la stratégie d'entreprise d'être racontée. C'est pas forcément avec cette démarche qu'on va la définir, mais par contre, il va falloir la raconter, expliquer ce qui est attendu, expliquer la valeur qui est attendue, de façon à ce que les investissements digitaux, les investissements du système d'information soient intégrés dans cette production de valeur. L'idée va être de sélectionner les bons projets, ceux qui apportent donc le plus de valeur par rapport aux objectifs et aux attentes de l'entreprise et de sa direction. Notre démarche va s'appuyer sur la cartographie et sur une vision produit, on pourrait dire même système, des systèmes d'information. C'est vrai que ça fait un peu une répétition, mais cette vision produit du système d'information va s'appuyer sur une démarche qui s'appelle DDD, Domain Driven Design, où on va décrire des bons de contexte, donc des éléments qui vont constituer des sous-ensembles clairement définis et intégrant une représentation des capacités de l'entreprise, donc des capabilities que l'entreprise sait faire, soit grâce à son organisation interne, soit grâce à des partenaires qu'elle sollicite, des processus, des fonctions métiers de son organisation, mais aussi des données du système d'information, que ce soit des applications ou de la technologie. On va structurer le système d'information selon une double approche. C'est réellement l'objectif de l'architecture d'entreprise. On va avoir une approche business, business architecture, et une approche IT. Avec l'approche business, on va s'intéresser à deux aspects. La notion de chaîne de valeur et de capability qui vont nous permettre de comprendre comment l'entreprise interagit avec ses clients. Quels sont les apports de valeur pour les clients? Et ce sont les clients qui vont déclencher ces chaînes de valeur, on le verra.
On va aussi décrire un aspect plus interne avec les capabilities, c'est-à-dire l'organisation, l'information, les processus, les personnes, leurs compétences et aussi la culture d'entreprise. Cette vision d'affaires, de business, va s'intégrer avec une vision beaucoup plus informatique, avec une architecture fonctionnelle, une architecture des données, l'architecture technique, que ce soit du logiciel ou de l'infrastructure technique. Le métamodèle part de la proposition de valeur, donc des modèles d'affaires de l'entreprise. Et on va avoir 3 comment, c'est-à-dire 3 moyens de réaliser cette proposition de valeur. On ne peut pas prendre un comment et oublier les 2 autres. Ces 3 comment interagissent les uns avec les autres et c'est compliqué de ne mettre en œuvre qu'un seul. On oublie certaines choses et on aura des gros manques si on ne le fait pas. Je vous explique. On va d'abord à un moment donné, décrire le modèle opérationnel de l'entreprise. Ce modèle opérationnel va s'appuyer donc sur les capacités, ce que j'ai appelé des capabilities, qui vont décrire de l'organisation, de l'information, des processus, des acteurs, des rôles, tout ce qui concerne le modèle opérationnel interne, ainsi que les partenaires, l'apport de valeur des partenaires que l'entreprise va solliciter sur certains aspects. On va avoir un comment extrêmement informatique qui va décrire le système d'information et les technologies mises en œuvre. Et le dernier comment, qui est le plus récent, c'est tout ce qui concerne le parcours client, qu'il soit digital ou physique. Ces éléments vont être mis en œuvre par différents acteurs de l'entreprise. Clairement, la proposition de valeur vient de la direction générale et est décrite clairement par les acteurs marketing ou commerce. Ce sont eux qui maîtrisent les modèles d'affaires ou qui doivent maîtriser les modèles d'affaires. Le modèle opérationnel va provenir des directions opérationnelles et support. On ne pourra pas faire sans eux. Clairement, c'est eux qui vont décrire comment l'organisation se met en œuvre et quels sont les partenaires que l'on sollicite lorsque l'entreprise ne dispose pas des compétences en interne. Le système d'information va être piloté à la fois par la direction informatique, mais par les directions opérationnelles et support qui vont piloter les choix d'investissement au regard du modèle opérationnel et au regard de la proposition de valeur. Les parcours clients, eux, vont être clairement mis en œuvre à la fois par des directions opérationnelles et support qui vont contribuer à réaliser ces parcours clients, mais aussi par des acteurs comme le commerce, le marketing et de nouvelles directions comme les directions data, digitales, sans oublier la direction informatique. Donc, ce que l'on voit, c'est que les directions opérationnelles et support interviennent de partout, que ce soit dans leur organisation propre, que ce soit pour influer sur les choix d'investissement informatique ou les choix d'investissement digitaux. Ce métamodèle, il se décrit de la manière suivante, et pour chaque élément du métamodèle, on a un moyen finalement de cartographier ou d'expliquer de quoi il retourne. On part toujours de la proposition de valeur qui est constituée des produits et des services que vend l'entreprise. Cette proposition de valeur, elle est réalisée par des chaînes de valeur qui sont constituées d'étapes et ces chaînes de valeur sont déclenchées par les clients. Une chaîne de valeur très simple que l'on retrouve dans toutes les entreprises qui vendent du digital. C'est la chaîne de commande d'un produit en ligne. Je consulte le catalogue, je choisis mon produit, je vérifie le prix et la disponibilité, je mets ce produit dans le panier, je paye le panier et je planifie la livraison. Ultérieurement, je reçois la livraison et je peux avoir des chaînes de valeur qui sont associées. Par exemple, donner mon avis sur une livraison ou sur un produit. Je peux avoir une autre chaîne de valeur qui est obtenir de la maintenance, un remboursement ou un retour. Donc, ce sont des choses qui sont relativement standards, qui sont très simples, qui sont toujours déclenchées par le client. C'est-à-dire comment est-ce que le client accède aux produits et aux services de l'entreprise. C'est ça une chaîne de valeur, ça décrit ça. Pas de façon opérationnelle, de façon très générale. Ces chaînes de valeur, elles sont réalisées par ce qu'on appelle des capabilities. Les capabilities, ce sont les compétences de l'entreprise. Et on va voir ces compétences, elles s'appuient sur de l'organisation interne et sur des partenaires externes. Voilà un
des commandes dont je vous ai présenté, qui est le parcours client. Donc, la chaîne de valeur va nous permettre de décrire un réel parcours client. La chaîne de valeur que je vous ai décrite pour acheter un produit, c'est la même que j'achète une machine à laver sur darty.com ou un article sur un Amazon ou Fnac.com. C'est toujours le même parcours client. Si j'achète un livre sur un site de vente en ligne de livres, ce sera exactement pareil, la même chaîne de valeur. Par contre, le parcours client va être différent. C'est-à-dire la mise en œuvre concrète et opérationnelle de la chaîne de valeur ne sera pas toujours la même. Et ce parcours client va bien évidemment faire appel à des étapes, mais surtout, il va mettre en œuvre des microservices. C'est-à-dire qu'une partie des services qui sont offerts vont consister en microservices qui vont s'appuyer sur des applications informatiques. Et surtout, qui dit microservices, sur de la donnée. Ces données vont pouvoir être utilisées par les microservices. Elles sont portées par des applications, du logiciel, du software, et elles peuvent être interrogées au travers de master data, donc d'ensemble de données sur lesquelles on va pouvoir faire porter de la business intelligence, donc de l'interrogation de données, mais peut-être aussi de l'intelligence artificielle. Tout élément et tout système qui vont permettre de travailler l'intelligence et la compréhension du parcours client au travers des données. Le dernier point concerne l'organisation de l'entreprise. Tout tourne autour de cette notion de capability. On va avoir des processus, des parties prenantes qui vont participer aux chaînes de valeur et qui vont réaliser des capabilities. Ces processus décrivent l'organisation interne de l'entreprise. Ils sont eux aussi supportés par les mêmes applications, voire d'autres, qui portent des données qui sont utilisées au travers de microservices. On va décrire des informations qui seront bien évidemment, même si ce n'est pas marqué là, en lien avec la notion de data. Et tout cet ensemble, ces trois comment, parcours client, informatique, digital et organisation, vont réaliser ces chaînes de valeur et vont mettre en œuvre les propositions de valeur. C'est un ensemble que l'on souhaite mettre en œuvre. On va démarrer effectivement la cartographie avec ce que l'on maîtrise. Néanmoins, on va devoir avoir une vision d'ensemble partagée de tous ces comment, ainsi que de la proposition de valeur de l'entreprise. Je vous ai dit à plusieurs reprises que la notion de système était importante. Et à la source de cette démarche, on va parler de l'ingénierie système. Donc l'ingénierie système, c'est ce qui permet de construire des systèmes complexes. Un avion, une fusée, un train, une voiture, ce sont des systèmes complexes. Un moteur, c'est un système complexe. C'est vraiment le but premier de l'ingénierie système. Des systèmes complexes très physiques, qu'on va étendre à des éléments logiques. Le système d'information est un système complexe. L'organisation d'entreprise est un système complexe. Une capability, c'est un système complexe. La démarche est portée par un organisme qui s'appelle INCOSE. On peut aller lire cette démarche sur incose.org. Et la démarche nous apprend qu'on va identifier des éléments, ce qu'on appelle les parts, le rôle de ces éléments et les relations. On va décrire les éléments, leur rôle et leurs relations par rapport au comportement et aux performances globales qui sont attendues de ce système. Ici, vous avez un système qui est Star Wars. Donc, ce système Star Wars, avec le Falcon Millennium, est un très bon exemple de ce que va apporter l'ingénierie système. Quand on ouvre une boîte de Lego, on a d'abord des sacs. Ces petits sacs sont des sous-systèmes, ce que je décris ici. Donc, chaque élément peut être lui-même un sous-système complexe. Quand j'ouvre le capot d'une voiture, j'ai un moteur. Le moteur est un sous-système important qui va effectivement devoir être décomposé lui aussi. Pour chaque sac, j'aurai une carte ou une documentation qui va me dire comment faire le montage. Et ensuite, j'aurai une documentation générale qui va me permettre d'associer ces sous-systèmes. C'est vraiment cette vision-là qui est utilisée par les ingénieurs systèmes lorsqu'ils conçoivent des systèmes complexes, physiques ou logiques.
Que nous apprend l'ingénierie système? Deux concepts importants, la transdisciplinarité et l'intégration. La transdisciplinarité nous dit que personne ne peut maîtriser l'ensemble d'un système complexe. C'est vrai pour un avion, une fusée, un moteur de voiture, mais c'est aussi vrai pour un système d'information ou l'organisation d'une entreprise. Personne ne peut maîtriser la vision complète. Pourtant, on doit être capable d'accéder à un ensemble documentaire qui nous permet d'avoir cette vision globale à un instant T. On ne va pas être contributeur de toute la vision globale. On va sans doute être contributeur d'un sous-ensemble. Néanmoins, on a besoin de comprendre comment ce sous-ensemble interagit avec les autres et donc avec cette vision globale. C'est ça la transdisciplinarité. On doit donc travailler en groupe, d'où le second concept qui est l'intégration. Le succès vient du groupe. Et dans les faits, les systèmes d'information sont construits de façon très silotée, peu fiable, peu efficace. L'agilité a apporté beaucoup d'améliorations dans le sens où on a accepté le changement et on a dit le changement est une constante importante, une constante importante du système d'information et donc de ces systèmes complexes. Il faut accepter le changement, donc il faut se mettre dans une démarche d'amélioration continue. Néanmoins, le système d'information reste piloté majoritairement par des directions informatiques et les directions métiers ne sont que très peu impliquées. Les acteurs informatiques agissent encore comme s'ils ne faisaient pas partie des mêmes groupes. Or, l'informatique n'est qu'une direction métier au milieu d'autres directions métiers et elle doit démontrer sa contribution à la valeur au même titre que les autres. L'ingénierie système nous conduit, comme sur le modèle des petits sacs des boîtes Lego, à faire des décompositions fonctionnelles. Là, c'est la décomposition fonctionnelle d'un vélo. Donc, en gros, il y a 5 grands chapitres: la direction, transmission, freinage, le cadre, les roues. Clairement, si je prends la transmission, je vais avoir des sous-éléments. Les pédales, la manivelle, le boîtier, la chaîne, etc. Pareil pour le freinage avec le câble, la gaine, les étriers, les patins et ainsi de suite. Mais ça ne suffit pas à fabriquer un vélo. Avec cette décomposition, je peux fabriquer n'importe quel vélo. Que ce soit le vélo qui permet de faire le Tour de France, un Solex, une draisienne d'un enfant, un vélo électrique ou un VTC pour faire une balade le week-end. Ce qui signifie, c'est qu'une décomposition fonctionnelle très large ne suffit pas. Pour pouvoir, il va falloir décrire les choix techniques qui vont nous permettre de réaliser des investissements. Ce n'est pas le même investissement si je décide de construire un vélo qui permet de faire le Tour de France, un Solex ou une draisienne. On est bien d'accord. C'est pareil pour votre système d'information. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être à un niveau macroscopique. À un moment donné, il faut aller décrire des choix techniques. Pareil pour une organisation où on décrit des grandes fonctions, mais sans vraiment regarder comment elles travaillent. Il va falloir rentrer dans un détail plus fin. On ne va pas le faire d'un coup. On va faire ça pas à pas, là où il y en a besoin. Soit parce qu'il y a des difficultés, soit parce qu'on veut améliorer la performance, soit parce qu'on a une contrainte réglementaire qui nous oblige à le faire. Mais il va falloir décrire finement un certain nombre de choses, sinon on va soit surinvestir, c'est-à-dire systématiquement faire un vélo du Tour de France alors qu'en fait on a juste besoin d'un vélo très simple pour se promener, ou au contraire complètement se tromper de cible. On va construire une draisienne pour une personne qui est un adulte et qui n'a pas besoin de ça. Donc, il va falloir faire réellement de la cartographie plus fine, à la fois de vos organisations, processus à minima, de vos fonctions business, des chaînes de valeur que sollicitent vos clients, des parcours clients et aussi des systèmes d'information et des applications digitales que vous mettez en œuvre. C'est un chantier énorme, j'en ai bien conscience. Parce qu'aujourd'hui, la documentation, elle est complètement éclatée. Chacun a la sienne avec son format. Il va falloir commencer par aller chercher la documentation existante, la rassembler. On ne va pas cartographier tout. On va la rassembler et on va la noter, décrire finalement à quoi elle correspond. Et peu à peu,
Lorsque le besoin se fait sentir, lorsqu'on veut opérer un changement ou lorsqu'on veut améliorer quelque chose, on va reprendre cette documentation qu'on va traduire sous forme de carte et qui va nous permettre finalement de bien décrire les systèmes que l'on met en œuvre, que ce soit des systèmes organisationnels comme des processus ou des chaînes de valeur ou des systèmes informatiques ou applicatifs ou digitaux. À quoi va nous servir cette décomposition fonctionnelle et cette décomposition technique? Déjà, ça va nous permettre de gérer en configuration. Aujourd'hui, il y a la gestion de configuration existe, mais souvent, elles ne correspondent pas aux attentes. Or, c'est très important. Tout élément d'incident ou de changement doit porter sur un élément de configuration. Pour avoir cette vision de la configuration, il faut avoir la vision technique, hein. L'intervention sur un pédalier d'un vélo du Tour de France ou d'un Solex n'est pas la même. Et quand on parle de la Draisienne, il n'y a même pas de pédalier. Donc, on n'aura pas la même configuration. Donc, cette configuration fine et cette compréhension des éléments fins qui constituent le système est importante. On va souhaiter assurer l'interopérabilité et l'intégration. Qui dit interopérabilité en matière de système d'information dit données. Il faut donc avoir une vision des données extrêmement fiable et extrêmement précise pour pouvoir interagir avec d'autres systèmes, que ce soit des systèmes internes à l'entreprise ou externes. On va choisir de gouverner, de transformer et donc de maintenir, de faire évoluer, tout en maîtrisant le périmètre des projets, en maîtrisant la qualité. Les deux derniers points sont importants. On va souhaiter, grâce à la décomposition fonctionnelle, trier, classer, partager les connaissances. On ne va pas tout cartographier, c'est évident. Par contre, on va rassembler les connaissances selon une structure, c'est-à-dire selon sans doute ces premiers niveaux de cartographie, et puis on ira plus loin lorsqu'on en aura besoin. La notion de rationalisation et de mutualisation des composants est extrêmement importante. Ceux qui savent très bien le faire, c'est une entreprise comme Decathlon. Lorsque vous achetez un vélo, quel que soit le niveau d'exigence que vous pouvez avoir avec ce vélo, vous vous rendez compte que certains composants sont standards. Ils ont énormément travaillé la fiabilité de certains composants, mais ont aussi étudié comment mutualiser ces composants. C'est-à-dire que à partir des mêmes composants, vous allez pouvoir fabriquer des vélos complètement différents. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On doit être en capacité de mutualiser. Si on veut mettre en place des microservices, et on va voir que c'est extrêmement important, cette notion de microservice, il va falloir mutualiser. On ne va pas multiplier les développements. Le même microservice permettra toujours d'accéder de la même manière à la même donnée, qu'il soit utilisé dans un processus ou dans un autre. Si on veut automatiser en fiabilisant et en évitant les surcoûts, en gérant en configuration, en maîtrisant la qualité, la mutualisation et la rationalisation vont être clés. Dans la prochaine vidéo, j'ai fini sur cette première approche autour des décompositions fonctionnelles. On va réétudier, revoir pourquoi cartographier et surtout avec quel type de référentiel nous allons cartographier. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis donc à très bientôt.